Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne de Tonic Édition. Mon nom est Dave Anctil et sur cette chaîne, nous allons discuter de jeux de rôle. Nous allons discuter d'univers, nous allons discuter de systèmes de jeu, nous allons surtout discuter de philosophie de jeu. Comment aborder le jeu de rôle en 2022, comment aborder le jeu de rôle aujourd'hui, comment le faire évoluer. Mais aussi, ce sera l'occasion pour moi de vous partager ce que notre équipe, Actonic Édition, est en train de préparer. Vous le voyez derrière moi, c'est le jeu Macabra, un nouveau jeu de rôle, un nouveau système de jeu, un nouveau monde que j'ai très hâte de vous faire découvrir. Alors sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est propice au nom de notre jeu Macabra, c'est-à-dire la mortalité, la mort dans le jeu de rôle. La mortalité des personnages joueurs est un enjeu important de l'expérience du jeu de rôle. Le deuil qui survient à la suite de la perte d'un personnage peut inciter certains joueurs à décrocher émotionnellement d'une campagne. D'autres jeux, comme Donjons et Dragons 5e édition, rendent la mort très improbable, le système de jeu privant ainsi les joueurs de l'expérience importante de la mortalité. Que faire avec la mort en jeu de rôle? C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. J'en ai parlé avec les abonnés de notre page Facebook et avec la communauté francophone du jeu de rôle. Ma réflexion a beaucoup profité de leur lumière et je les en remercie. N'hésitez pas à commenter si vous voulez nous partager vos réflexions. Quelques mots d'abord pour comprendre l'enjeu. La plupart des joueurs et joueuses n'aiment pas du tout que leur personnage meure durant une campagne. Certaines personnes en sont même très affectées. Pourquoi? Après tout, il ne s'agit que d'un jeu. Le personnage en question n'existe que dans la fiction, partagée à la table. Personne ne meurt réellement. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Lorsqu'un personnage meurt, la personne joueuse, et même ses joueurs compagnons, vivra une frustration et parfois un deuil. Et ce deuil est important. C'est le signe d'un engagement profond dans le monde du jeu. La personne a vécu une expérience existentielle à travers son personnage. Le jeu était une exploration des possibles et même d'un au-delà des possibles limités de nos existences réelles. La joueuse a effectué des choix difficiles et a vécu des émotions fortes. Sa tête est remplie de souvenirs qu'il fait bon partager avec ses amis autour de la table. Ses partenaires de jeu sont également attachés à leurs compagnons d'aventure, avec qui ils ont construit une relation et partagent de bons souvenirs. Et maintenant, quelque chose s'est conclu. Un vide s'est créé dans le monde partagé. Les tables expérimentées et très investies savent bien que les personnages possèdent une vie propre et que le créateur engagé n'est pas du tout indifférent à sa créature. Quelque chose en lui meurt avec son personnage, notamment un avenir fait d'aventures qu'ils ne pourront plus jamais vivre ensemble. Et voilà, c'est triste. Mais la tristesse n'est pas sans valeur. On vivra souvent un deuil analogue dans un roman, une BD, une série télé ou un film, lorsque nous sommes attachés à des personnages qui meurent. Nous sommes affectés. Cela relève de notre empathie, car nous ne sommes absolument pas indifférents, et cela révèle aussi notre engagement émotionnel dans la fiction. Nous aimons ces œuvres non pas en dépit des émotions qu'elles nous ont fait vivre, mais bien à cause d'elles. Les meilleures tables en jeu de rôle ont vécu de telles expériences. Le deuil peut approfondir l'expérience du jeu, mais il peut aussi amener des joueurs à décrocher du jeu, parce que la mort crée un malaise. Et pour éviter ce genre de malaise, pour garantir la sécurité émotionnelle à la table, les conventions implicites et explicites du jeu de rôle ont créé une atmosphère d'invincibilité. La plupart des joueurs jouent aussi des super-héros, qui sont d'édition en édition toujours plus puissants et invincibles. J'y reviendrai plus loin, mais pour le dire abruptement, les personnages meurent dans l'oubli lorsque la campagne est abandonnée par la table.
mais ils meurent rarement face aux dangers de leurs aventures. Dans ma discussion de la question de la mort en jeu de rôle avec la communauté de Ctonic Édition, nombre de meneuses de jeux ont ainsi admis ne jamais laisser mourir les personnages joueurs, à quelques exceptions près. C'est aussi ce que m'a appris ma longue recherche sur les pratiques à l'international. La première exception est la plus évidente. Lorsque nous jouons à un jeu d'horreur où la mort est prévisible, comme dans Call of Cthulhu, la mort physique ou la folie étant prévisible, les joueurs cultivent un certain détachement avec leurs personnages condamnés à l'avance. Comme elle fait partie du style de jeu, la mort ne fait généralement pas très peur dans les jeux d'horreur. L'horreur se transforme alors en comédie noire. La deuxième exception est la témérité des joueurs. On la rencontre surtout dans les jeux centrés sur l'action violente et le gaming tactique, comme dans D&D et Warhammer. Nombre de MJ admettent qu'ils ne laisseront aucun personnage mourir à moins que les joueurs l'aient vraiment cherché, par des décisions imprudentes, voire insensées, principalement au plan tactique des combats. Lorsque les joueurs se comportent raisonnablement, toutefois, les MJ admettent jouer à Dieu en introduisant des règles spéciales ou un Deus ex machina pour protéger un personnage in extremis. Ce faisant, ce que ces MJ protègent, c'est l'évolution durement acquise par le joueur, ainsi que le bon déroulement de leur campagne. Mais lorsque la table ne prend plus le jeu minimalement au sérieux, alors ils doivent parfois intervenir pour faire vivre les conséquences de la témérité des joueurs. Il s'agit alors de protéger l'intégrité de la fiction contre les dérives de la table vers le jeu vidéo, dans lequel la mort n'est qu'un bref agacement pour le joueur. La troisième exception relève du style de campagne et du système de jeu. Elle est associée aux parties plus narrativistes, centrées sur la participation active des joueurs dans la création fictionnelle. Dans ces expériences de jeu plus collaboratives, les joueurs peuvent considérer que la mort des personnages est un thème important, une dimension intéressante à explorer. Tout dépend alors des discussions qui formeront le contrat narratif. Si la mortalité est un thème porteur, alors elle fera partie du jeu. Mais c'est rarement le cas. Car planifier la mort de son propre personnage afin d'enrichir l'histoire collaborative ne permet pas vraiment aux joueurs de faire une expérience authentique de la mortalité. Bien qu'il ne soit pas possible de détailler toutes les pratiques, mon enquête tend à confirmer mon hypothèse que la mortalité des personnages constitue un enjeu important pour faire évoluer le jeu de rôle. Et je ne suis pas le seul à penser ainsi. Certains joueurs dans la communauté m'ont parlé de l'importance de la mortalité dans leur propre expérience de jeu. La possibilité réelle de mourir contribue à s'engager dans le jeu, non seulement en jouant plus intelligemment et plus réalistement pour protéger son personnage, mais aussi par un ressenti plus fort d'émotion face au danger. C'est aussi mon cas en tant que joueur. Je dois vivre le danger au premier degré. Si je pressens que la meneuse joue à Dieu pour épargner ses joueurs du chagrin ou la nuisance de devoir créer un autre personnage, alors je décroche. Une campagne ultra scénarisée ne me fera pas grands effets. Je préférerais lire un bon roman, jouer à un jeu vidéo ou regarder une série télé que de jouer un destin écrit à l'avance par la MJ. Pour connecter avec mon personnage et ses aventures, je dois sentir que l'enjeu est réel. Je dois vivre une présence dans la fiction. Je peux mourir si j'escalade une montagne ou si mon navire est détruit dans une tempête. Je peux mourir si une blessure me cause une infection et que je ne prends pas la peine de la soigner. Je dois faire attention au corps de mon personnage comme s'il était le mien. La possibilité constante de la mort me rappelle que je suis incarné dans ce corps qui est constamment mis en danger. Si un monstre tente de me dévorer, alors je veux vivre la peur d'être dévoré. Je veux avoir envie de fuir si la menace est trop grande, car je veux persévérer dans l'être de mon personnage. Comme beaucoup de joueurs, je veux vivre l'effet d'émotions et d'expériences indicibles que je ne vivrai probablement jamais dans la vie réelle.
La peur d'une mort violente aux mains de l'ennemi doit m'appartenir, car je ne la vivrai heureusement jamais dans ma propre existence. Le dilemme tragique qui me fait risquer ma vie par amour d'autrui ou d'une cause plus grande que moi me revient également, car je n'aurai probablement jamais à vivre de tels dilemmes. La nécessité d'accepter ma condition mortelle doit aussi me revenir, car l'expérience de jeu me demande de sortir de la zone confortable du spectateur pour entrer dans celle de participant à la vie du récit. En somme, j'ai besoin que le jeu de rôle enrichisse mon existence, et non qu'il me protège de cet enrichissement. Pour cette raison, aucun MJ, fût-il bien intentionné, n'a le droit de me priver de ses expériences limites. Je veux vivre pleinement les dangers de l'aventure qu'il me propose. Si mon personnage n'est là que pour vivre une histoire planifiée par un auteur omniscient, alors il me prive de ma juste part de l'expérience du monde que nous partageons. Et je suis loin d'être le seul à penser ainsi encore une fois. Même si nombre de joueurs ne parviennent pas à s'expliquer ce qui cloche dans certaines pratiques de jeu à leur table. Posons-nous la question lucidement. Après un certain nombre de mois ou d'années, beaucoup trop de joueurs décrochent de leur campagne. Pourquoi? Bien sûr, plusieurs causes peuvent concourir à faire décrocher les joueurs. Par exemple, lorsque le jeu devient répétitif et prévisible. Hurrah! Un autre donjon rempli de monstres hostiles et de trésors pour gagner de l'expérience afin d'être plus puissant, pour tuer d'autres monstres plus puissants et obtenir de plus gros trésors. Aussi bien joué à Diablo ou Skyrim. L'ennui tue le jeu, et l'invincibilité factice des personnages provoque l'ennui, parce qu'elle dévitalise l'expérience du jeu. En somme, je pense que la mortalité des personnages est un dispositif essentiel à exploiter pour contrecarrer le détachement émotionnel des joueurs. La peur réelle de mourir augmente la joie et la fierté de survivre à une épreuve difficile. Le prix à payer pour vivre l'effet de la gratitude ou de la béatitude d'avoir triomphé d'une épreuve est émotionnel. Il faut pouvoir vivre la peur et la déception réelle d'échouer et la tristesse réelle d'avoir perdu son personnage. Les meilleures meneuses connaissent ces arcanes empathiques du jeu de rôle, mais elles savent aussi que la mort peut être une expérience inappropriée pour certains joueurs. Car un jeu expérientiel fort demande de la maturité et une bonne intelligence émotionnelle. Et la mortalité peut amener certains joueurs vers des réactions indignées. « C'est injuste! J'ai perdu toute ma progression! C'est fini pour moi cette campagne! » Ou encore « À quoi bon jouer pendant tout ce temps? La prochaine fois, je ne ferai pas l'effort de développer mon personnage. » Mener une table est un art multidimensionnel, et savoir amener ses joueurs aux meilleures dispositions est une lourde responsabilité. Il faut savoir développer ces dispositions pour vivre du plaisir coopératif, ce qui n'est pas toujours facile avec certaines personnalités. Et les dispositions émotionnelles sont encore plus difficiles à cultiver que la bonne entente, car il faut apprendre à croître ensemble autour de la table. Bien communiquer ce qui se passe en nous, et pas seulement ce qui se passe dans l'histoire, sur les fiches ou sur la table remplie de dés et de figurines. Il faut donc aménager le deuil dans la fiction et faire comprendre que la mortalité des personnages est intimement associée au contraste émotionnel qui vitalise le jeu de rôle. Malheureusement, les systèmes de jeu n'aident pas beaucoup les MJ et les tables à se développer et à croître. En ce qui me concerne, les éditions contemporaines de D&D portent une grande part de responsabilité dans les conventions et pratiques qui se sont largement imposées dans la culture du jeu de rôle. Le système de jeu étant fondé sur la croissance en puissance, il crée des attentes implicites d'invincibilité, puisque la mort d'un personnage devient contraire au but du jeu lui-même, qui est de croître en puissance. À l'inverse, dans les versions OSR, la Old School, Revival ou Renaissance, comme dans Dungeon Crawl Classic, qui en est l'exemple le plus connu, la vie des personnages sera
brutale et brève. On joue alors pour lancer des dés et rigoler avec quelques bières. La vie des personnages dans un pareil style de jeu a peu d'importance. Entendez-moi bien. Je ne reproche à personne d'aimer jouer à la manière qui leur procure du plaisir. On peut très bien jouer au jeu de rôle comme on joue à un jeu de société et avoir beaucoup de plaisir. Mais je sais que beaucoup d'entre nous aspirent à plus. Et j'insiste sur le fait qu'il nous manque d'outils pour amener notre expérience de jeu beaucoup plus loin pour revitaliser celle-ci. J'ai moi-même commencé à créer mes propres jeux il y a longtemps parce que j'étais profondément insatisfait de ce qu'on m'offrait comme MJ sur le marché. Je vous parle donc de ma propre insatisfaction et je ne veux prescrire aucune manière de jouer. Mais je sais que nous sommes nombreux à partager une autre quête dans le jeu de rôle. Et je crois qu'en travaillant ensemble, il serait possible de faire évoluer les systèmes de jeu pour qu'ils puissent contribuer à vitaliser nos tables. Ma réflexion sur la mortalité est donc motivée par ce problème, un problème récurrent et beaucoup plus large que je mentionnais tout à l'heure. Un problème que tous mes amis du jeu de rôle ont aussi constaté. La mort systématique de leur campagne. La plupart des tables, incluant la mienne, ne terminent jamais leur campagne. Différentes causes expliquent le phénomène. Des horaires changeants, l'insatisfaction pour un système de jeu, un nouveau bébé, le désir de nouveauté. Il y a tant de jeux intéressants. Et bien sûr, la fatigue des MJ. Mais si vous creusez la question en discutant un peu plus loin, un peu plus en profondeur, comme je l'ai fait, vous arriverez à un constat plus important et complexe. Lorsque l'effet de la nouveauté se dissipe graduellement, la campagne perd sa magie. La motivation s'estompe, le jeu s'est dévitalisé. La mortalité n'est qu'une dimension à explorer pour comprendre le phénomène que j'appelle ici la vitalité en jeu de rôle. D'autres dimensions sont à comprendre et à réfléchir. Mais pour les raisons que j'ai mentionnées, la mortalité me semble assez importante pour en faire un bon point de départ dans la réflexion sur nos pratiques. Quels que soient vos styles et systèmes de jeu préférés, voici quelques pistes importantes et intéressantes mentionnées par la communauté de Chthonic Éditions en discutant ce thème sur notre page. D'abord, il convient d'établir les détails d'une convention commune sur nos attentes avant de débuter une campagne. C'est un moyen intelligent et mature de s'assurer que les préférences de tout le monde seront considérées par tous dans l'intérêt de tout le monde. On peut intégrer dans cette convention la mortalité des personnages comme une dimension importante de l'expérience de jeu, pour les raisons que j'ai mentionnées, tout en s'assurant du consentement des joueurs à prendre un risque émotionnel et à faire preuve d'empathie, de maturité, si jamais leur personnage décède. Ensuite, une bonne convention devrait être le résultat d'une vraie discussion, où on échange sur nos expériences antérieures, sur nos attentes, sur nos désirs. On peut réellement apprendre des autres joueurs. On peut découvrir que ses propres préférences ne sont pas celles que l'on mentionnerait spontanément. C'est notamment le cas de la mort. A priori, le joueur n'aurait probablement jamais songé à ce que son nouveau personnage pourrait mourir, et que cela est une force du jeu de rôle. La délibération franche et inclusive permet d'évoluer comme participant avant même que la campagne ne commence. Et elle est précieuse pour aider les MJ à planifier leur campagne, perfectionner le style de jeu et s'assurer de la diversité des expériences autour de la table et, bien sûr, des plaisirs. Finalement, un membre expérimenté de la page Chthonic Éditions rappelait l'importance de planifier concrètement l'éventualité de la mort des personnages dans l'organisation concrète des parties. Il faut être capable minimalement de répondre à la question pragmatique. Que se passe-t-il pour le joueur si son personnage décède? On peut par exemple créer des personnages de remplacement, et ce dès le début de la campagne. Certains joueurs pourraient aussi désirer prendre une pause de quelques parties avant de revenir avec un nouveau personnage. Bref, il faut savoir gérer. La mortalité en jeu de rôle n'est qu'un aspect de ma réflexion globale sur la conception vitaliste que je développe. J'aurai bientôt l'occasion de vous parler d'autres aspects qui m'interpellent comme joueur, meneur de jeu et bien sûr
créateurs de jeux. Mais comme concepteurs de Macabra, nous avons voulu repenser le sens à donner à la mortalité des personnages et faire de cette expérience de la mort un des fondements de sa diégèse et de son système. C'est tellement vrai que nous avons mis la mortalité dans le titre, Macabra, le macabre. Dans le jeu Macabra, les joueurs interprètent des personnages jetés dans un monde d'aventure et de danger, un monde de mystère, un monde mystérieux, un monde inquiétant, angoissant, un monde pour la mort. Et comme dans tout jeu de rôle, les protagonistes seront bien sûr en quête de puissance, de richesse et de gloire, mais ils seront aussi et surtout en quête de sens. Qu'est-ce à dire? L'idée directrice est que le personnage joueur se définit beaucoup plus par ses quêtes et motivations que par sa personnalité et ses caractéristiques prédéfinies. À ce titre, Macabra est influencé par la philosophie de l'existentialisme, ainsi que par divers courants mystiques, anciens et médiévaux, dont j'aurai l'occasion de reparler abondamment sur cette chaîne. Dans ma conception du jeu de rôle, il me semble important de redéfinir ce que cela signifie de jouer un personnage dans un monde fictionnel. Pour vitaliser l'expérience de jeu, une partie plus significative du joueur me semble devoir être investie dans l'identité et le vécu de son personnage. Bien sûr, le personnage n'est pas le joueur, mais le joueur crée son personnage de manière à explorer des expériences qu'il a envie de vivre. Le personnage est aussi une dimension du joueur, qu'il souhaite exprimer et explorer dans le cadre de la diégèse. Et pour que cela soit possible, le personnage ne doit pas être entièrement défini par l'artifice d'une fiche et de ses caractéristiques. Il convient ici de se rappeler que le MJ n'est pas un auteur, ni un véritable scénariste, ou encore moins un réalisateur. Et le joueur n'est pas un acteur devant se soumettre à sa vision créatrice ou les attentes d'un public. Non. En jeu de rôle, nous jouons ensemble pour que chacun puisse vivre une expérience qui donnera un sens au temps et aux efforts que nous y consacrons. C'est l'expérience du joueur en tant qu'il joue son personnage qui est réellement importante. Dans mon esprit, c'est là que se trouve l'enjeu fondamental du jeu de rôle, son génie propre. Le jeu de rôle est ma grande passion parce qu'il n'existe rien au monde de comparable que cette expérience. C'est aussi pourquoi la mortalité en jeu de rôle me paraît si importante. Et permettez-moi ici d'être un peu philosophe en terminant. Comme humain existant, notre mortalité définit notre existence. Nous savons que nous allons mourir, et cela nous angoisse. Pourtant, cette certitude nous pousse à donner un sens et une vitalité à notre existence. C'est aussi ce qu'avait compris Tolkien en créant un contraste métaphysique entre les elfes immortels et les humains mortels. La mort est une tragédie et en même temps un cadeau. À l'inverse, l'immortalité peut prendre la forme d'une malédiction, et les joueurs de Vampire the Masquerade le savent très bien. La mort nous fait découvrir la véritable valeur de la vie. Notre mortalité nous rapproche dans notre vulnérabilité, en nous faisant comprendre la fragilité de la vie. À mesure que nous avançons en âge, la mortalité nous fait apprécier la valeur précieuse du temps, le passé qui nous rend mélancoliques, le futur qui nous inquiète et nous fait espérer, et le présent de la vie elle-même qui est déchiré entre un passé qui nous a définis et un avenir inconnu qui nous redéfinira. Jouer permet de vitaliser nos propres vies. La mort de notre personnage nous rappelle notre propre finitude. La tristesse et la compassion de nos partenaires de jeu endeuillés nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Et le temps passé à jouer nous procurera une plénitude existentielle. Jouer, c'est aussi apprendre à vivre. Alors je m'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié le temps que nous venons de passer ensemble. Nous avons besoin de votre soutien, Actonic Édition,
pour persévérer. S'il vous plaît, aimez la chaîne et partagez pour me soutenir.